D'accord. C'est bon, ouais. Alors, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue pour cette rencontre Boucle Bleu Matin. Cette rencontre qui clôture notre cycle de rencontres organisées en marge du Salon du Livre de cette année 2023. Je rappelle que ces rencontres sont organisées en partenariat avec Sochpress, Librairie Porte d'Enfa et Sofitel Jardin des Roses. Et je ne peux pas me laisser passer l'occasion pour remercier le public qui a répondu présent à ces rencontres. On est très très content de cette affluence. Et c'est aussi un signe comme quoi la culture elle est très importante, elle est très appréciée. Et quand on a des rencontres de qualité, le public elle répond toujours présent. Alors, pour conclure, quoi de mieux que Fouad El-Aoui pour clôturer ce cycle juste magnifique. Nous avons eu le plaisir de le recevoir l'année dernière. C'était une rencontre aussi magique et je suis sûr et certain qu'aujourd'hui, ça le sera encore plus. Surtout que le titre. Surtout que le titre. Rencontre magique, je suis mort de chaleur l'an dernier, j'ai eu une insolation et tu parles de rencontre magique. Alors, le titre, mesdames et messieurs, est un titre vraiment très très important puisqu'on parle de 30 jours pour trouver un mari. Donc, c'est vraiment une grande question. Donc, on va voir comment ça va être la réponse. Pour avoir ces réponses, la modération de cette rencontre, ça sera faite avec notre collègue Fedoué Misk, journaliste au groupe Le Matin, que je remercie beaucoup pour cette modération et que je rappelle aussi est une écrivaine qui vient de sortir un livre qui a été signé aussi au Salon du Livre. Donc voilà, je te passe directement la parole, Fedoué. Merci beaucoup Ali, merci à tous. Je vais vous demander juste de nous donner votre attention, faire un peu moins de bruit, parce que c'est une question très importante à laquelle il va répondre aujourd'hui. Il y a Fouad El-Aoui qui va sauver toutes les toutes les femmes qui désirent trouver un mari en 30 jours, en moins de 30 jours. Alors justement, c'est très drôle quand j'ai annoncé que j'allais animer cette rencontre, et comme la plupart des gens s'arrêtent au titre, c'est normal, ils n'ont pas encore lu le livre. J'ai un ami qui m'a regardé avec suspicion, un ami très très célibataire, en pensant que je cherchais un manuel pour alpaguer un mari en 30. Certaines amies ont voulu en savoir plus parce que voilà, ils étaient intéressés. Sauf que il n'en est rien. Il n'en est rien parce que finalement c'est le titre d'une histoire parmi tellement d'autres. Alors on est dans le café de l'univers où un groupe d'amis de Joyeux-Lurent échangent de tout et de rien. Ils refont le monde autour de café et de thé, parce que ça reste prude, c'est un café. Et donc ils parlent de tous. Et le titre n'est que en fait celui d'une première histoire racontée par Si Fouad et ses amis. Alors dès le départ du livre, dès le début, tu nous dis que la plupart de ces conversations ont vraiment eu lieu. Donc, nous sommes face à un récit, une série de récits qui sont véridiques. Oui, bonsoir tout le monde. D'abord, c'est pas vrai ce que tu viens de dire, parce que les dames qui ont lu le livre et qui ont été déçues en disant c'est pas un manuel pour trouver un mari, c'est elles l'ont mal lu, parce qu'il y a 3 stratégies dedans, celle de Khawla, celle de Nejla et celle de Jamila, le rond-point. Et il y a 3 façons de trouver un mari dedans. L'une, celle de Khawla, qui consiste à descendre et remonter le boulevard Saint-Michel à Paris. Encore faut-il avoir un visa, ce qui n'est pas simple en ce moment. Mais remonter le boulevard pour trouver un mari à Paris, mais un mari américain. Oui. Donc c'était quand même une condition assez difficile. C'est une condition difficile. Il y a Najla qui a écrit un algorithme. Donc si vous avez des amis codeurs de l'école 1337 qui savent écrire des algorithmes,
L'histoire de Najla qui est absolument authentique, je te signale, c'est qu'elle a écrit un algorithme, elle a eu un mari en 30 jours. Elle a écrit un algorithme qu'elle a soumis à ses amis, mais finalement, elle n'en a rien fait finalement. Elle n'a Si, pas suivi. Oui, non, si, oui, bref. Je vais pas griller les histoires, mais Ne grille pas les effectivement, histoires. voilà. Et Jamila a trouvé un mari, je te signale, le brigadier Tibari, en remontant un rond-point à l'envers. Donc il faut savoir prendre les ronds-points à l'envers. Non, mais attends, là on plaisante, mais ce sont effectivement des histoires. Le titre a beaucoup plu à mon éditeur, parce que les éditeurs, c'est normal, ce sont des hommes d'affaires, ils veulent Absolument. vendre le plus. Et quand je lui ai dit qu'il y avait plusieurs histoires, et il y en a une qui s'appelait Théo, le marionnettiste, et c'est l'histoire qui, moi, me touche le plus personnellement. Absolument, Donc, absolument. je lui ai dit, écoute, tu sais quoi, je vais choisir la deuxième histoire, Théo, le marionnettiste, comme titre. Il m'a dit, pas du tout, pas du tout. On va mettre 30 jours pour trouver un mari. C'est le titre de la première histoire. Il me dit, parce qu'en plus, les libraires... On a eu le libraire avec nous qui nous confirme effectivement que beaucoup de femmes sont venues chercher le livre en pensant trouver un manuel de comment trouver un mari en 30 jours. C'est dommage, hein, ça aurait pu marcher de tonnerre. La librairie d'Enfa fait fortune grâce à ce livre. Exactement. Non, mais en fait, lui, il me dit, beaucoup de gens vont croire que c'est vraiment un manuel. Absolument. Tu vois Franchement, je suis le type le plus mal placé pour développer des stratégies pour les dames, pour trouver des maris, etc. Il y a une collègue d'ailleurs, on a une collègue à l'université c'était le désespoir de tous les hommes parce qu'elle est mariée. Elle est très jolie, très souriante, enfin elle a toutes les qualités du monde. Mariée, ça c'est un défaut. Et un jour, elle me dit, quand est-ce que tu vas écrire la suite ? Je lui dis, c'est quoi la suite? Elle me dit, 3 jours pour me débarrasser de mon mari. Et alors là, je l'ai raconté à mes collègues. Tout à coup, ils sont allés se raser, ils ont mis de l'eau de Cologne, etc. Parce qu'ils se sont dit, wow, si Amina a décidé de se débarrasser de son mari, elle est à prendre. Non, mais voilà, bon, ce qui est marrant, c'est qu'on croit comme ça que c'est un livre pour se marrer, mais en fait, c'est un traité de philosophie. Absolument, tout à fait. On va développer ça. Mais justement, à travers les histoires de ces femmes-là qui finalement arrivent à avoir ces maris tant convoités, est-ce que c'est aussi pour dire quand femme le veut, Dieu le veut finalement? Ben, ça me fait plaisir que toi, tu dises ça, parce que Oui. quand ils m'ont dit tu vas être au Sofitel, bon, déjà, j'avais peur de crever de chaud, et d'ailleurs, je suis déjà en train de crever de chaud, et je vais enlever ma veste tout à l'heure. Mais ils m'ont dit en plus, c'est Fedouamis qui va t'interviewer, la féministe de choc, elle va te tuer, te réduire en poussière. Mais ça me fait plaisir. Ça va venir. Mais ce qui me fait plaisir, c'est que tu as remarqué quelque chose. Ouais. C'est que les femmes dans ce livre sont fortes. Elles savent ce qu'elles veulent, elles se débrouillent, toutes, Raoula, Najla, Jamila, tout le monde, même la russe dans la pharmacie de Ninchtuka, tous ces femmes, ce sont des femmes fortes. Ce sont des femmes fortes. Maintenant, je vais quand même jouer, je vais quand même faire la féministe de service. Est-ce que le mariage est toujours une priorité aujourd'hui? Parce que tu en parles comme si c'était un trophée. Pas du tout, c'est faux, j'ai jamais dit ça. Moi, je raconte juste une histoire. Non, pas du tout. Mais en fait, sérieusement, quand tu lis l'histoire, d'ailleurs, ce sont des histoires vraies. La plupart, elles commencent, ce sont des histoires vraies au départ. Après, je m'amuse, je prends des directions comme ça. C'est une façon très agréable d'écrire des histoires. Par exemple, l'histoire du rond-point. Jamila le rond-point. Mais c'est incroyable parce que j'étais en train de fêter mon anniversaire l'an dernier, le 12 août. J'étais chez Ahmed Rahou, à Kabila. Et comme j'étais seul là-bas à Cabo, il me dit, viens, on va fêter ton anniversaire chez moi. Bon, le 12 août, je me transporte chez Ahmed Rahou, il y a sa femme qui est charmante, ses 2 filles qui sont charmantes, et il y a de la famille à lui, tu vois. Et il y a une dame qui est avec nous, très agréable, comme ça, une Libanaise, je crois d'ailleurs, ou Syrienne. Et elle nous raconte une histoire de rond-point incroyable. Et alors on est mort de rire. Et je lui dis, écoute, ton histoire, moi je vais en faire autre chose. Donc j'ai pris l'histoire de Jamila et j'en ai fait donc l'histoire du rond-point. Jamila et du brigadier. Jamila et le brigadier. Donc ce sont en fait des histoires vraies.
Est-ce qu'on peut donner quand même un aperçu sur l'histoire parce que c'est laisser les gens complètement dans le flou. D'accord, mais après, je veux revenir à ce que tu m'as dit, parce que Ouais. tu as porté une grave accusation à mon encontre. Tu as prétendu que pour moi, je À ton disais, intégrité. mesdames, le mariage, c'est l'horizon indépassable. Moi, j'ai jamais dit ça. Ok. Il se trouve que ce sont des histoires d'abord vraies, mais en plus, il y a une critique là-dedans, parce que Haoula, par exemple, non, pardon, celle qui s'appelle Najla dans le bouquin. Et en fait, c'est quelqu'un que j'ai rencontré chez mon cousin dans la campagne du Kola. Un jour, j'étais chez mon cousin, on a fait un barbecue et il y avait une dame très sympathique et elle m'a raconté cette histoire, tu sais, l'algorithme, etc. Bon. Mais en fait, elle n'avait pas besoin d'un mari. C'est quelqu'un qui s'était prise en main, elle avait créé sa propre fiduciaire. J'ai jamais compris ce que c'est qu'une fiduciaire, mais bon, moi, c'est bien, fiduciaire. Elle a créé sa fiduciaire, elle a réussi, elle avait une Mercedes 350, elle avait son appartement à Racing, comme ils disent Avec les un G. Casablancais. Il y a deux façons de dire Racine, Racine et Racing. Il y a les Casablancais cultivés qui savent qu'ils habitent chez Racine, le dramaturge, et il y a les Casablancais nouveaux riches parvenus qui croient qu'ils habitent dans Racing, parce qu'ils mettent un G après. Et elle habitait à Racing. Non, elle habitait à Racine, parce qu'elle est plutôt... Mais elle, si tu veux, et là j'arrive à ton point féministe, c'est elle qui a été soumise à la pression sociale, c'est-à-dire les gens ne voyaient pas que c'était une jeune femme qui avait fait des études d'expert comptable, qui s'était battue, qui a créé sa fiduciaire, qui a réussi à trouver des clients. Ils ne voyaient pas ça. Tout ce qu'ils voyaient, c'est une jeune femme, la trentaine, et qui n'avait pas de mari. Donc elle a épousé le premier oiseau venu, qui était dans l'immeuble d'ailleurs. Et d'ailleurs, ça a mal tourné. Mais là, on va s'arrêter là. Oui, ok. C'est un teaser. Non, mais pour finir, parce que j'y tiens, je rencontre souvent des femmes qui me disent, sur mes autres livres d'ailleurs, hein, qui me disent, bon, vous, c'est un peu curieux, les femmes dans vos livres, elles ne parlent pas. C'est vrai qu'il y a dans un de mes livres où une femme est quasiment muette, et dans une autre, le héros, si on veut, et tombe amoureux d'une fille de Tamazert, de la montagne, de Edbougmaz, qui ne peut même pas communiquer avec elle, et il est tout content, tu vois. Alors, il y a des femmes qui me font la gueule, qui me disent, alors, ton idéal de femme, elle est soit muette, soit elle vient de Edbougmaz, et tu ne peux même pas lui parler. Donc c'est ça, il me dit. Et alors ici, c'est le contraire. Ce sont des femmes fortes. Et réellement, toutes les trois, Khawla, Najla, Jamila, enfin les personnages sur quoi c'est battu, moi je les admire en fait. C'est des gens que j'aime bien. Bon, Khawla, je ne l'ai pas connu en fait. Najla, Jamila, bon, c'est des gens très bien. Voilà. Alors, on va arrêter de parler de femmes et on va parler justement de Théo, puisque je viens d'apprendre que c'est ton histoire préférée. Pour moi, c'est l'histoire en fait la plus profonde, parce qu'en fait, elle s'ouvre vers la fin à des questionnements existentiels. On est clairement le choix du nom de Théo déjà à la base, c'est une référence à la théologie. Donc Théos, c'est Dieu, Théos, c'est Zeus, c'est Dieu quoi. c'est Dieu, et donc voilà, tu as créé une sorte de divinité pour justement discuter et questionner cette notion du divin. Oui, si tu veux, ce sont des questions qui m'intéressent, qui Absolument. intéressent d'ailleurs tout le monde en général. Tout à fait. C'est très difficile d'avoir une conversation sereine sur les questions de foi, de religion, sur ce qu'on appelle la théodicée, c'est-à-dire réfléchir aux attributs de Dieu. C'est extrêmement difficile d'avoir une discussion sereine, sauf si on est avec des amis qui pensent à peu près la même chose. Là, ça va. Donc, je me suis dit, je vais faire cette discussion très compliquée justement sur le libre arbitre, sur la prédestination, sur ce qu'on appelle en arabe le qadr ou le qada, et sur toutes ces choses qui sont extrêmement intéressantes, mais dont on ne peut pas parler justement, parce qu'il y a tout de suite le tabou, la religion, la foi, pourquoi tu attaques. Donc j'ai inventé une histoire qui est à peu près inventée, de ce gamin qui est à Derb al-Azhara Jdida, qui va au cirque Amar. Qui c'est qui se souvient du cirque Amar? Ça a marqué des générations, hein, le cirque Amar, avec le lion qui était très maigre. Moi, il me faisait de la peine, le lion. Bah oui. En fait, ils attendaient qu'un âne meure dans la ville et ils nourrissaient le lion. Donc, mais les ânes, ils ont la peau dure. Donc le lion, il était efflanqué, il était très maigre. Il y avait aussi au cirque Amar, je ne sais pas si vous vous en souvenez, il y avait des trapézistes qui se détestaient. Ces deux gars,
Ils n'arrêtaient pas de Des s'insulter. clowns plutôt. Ah, les clowns! Non, les trapézistes, c'est celui qui se cassait la gueule tout le temps. Oui. Et les clowns qui se détestaient. Alors nous, on était gamins, on croyait que c'était des clowns. En fait, ils se tapaient vraiment dessus, parce qu'ils étaient toujours en bisbille. Donc le cirque Hamar, c'est une partie de notre jeunesse. Et donc Théo, en fait, quand il allait au cirque Hamar, il croyait que tout le cirque n'était fait que pour lui. C'est-à-dire qu'en réalité, sa seule existence, c'est d'inventer un cirque, de voir le trapéziste se casser la gueule, de voir les clowns se battre, c'est les guerres, tu vois, entre les gens, de voir le lion manger l'âne, ça c'est la nature, tu sais, la nature est cruelle. Les lions mangent les ânes, tous les animaux se mangent les uns entre eux. Et c'est très curieux d'avoir quelqu'un qui pense que ça, c'est ce qu'il faut faire, créer. Il croyait que c'était lui, le cirque Hamar. Puis le cirque Hamar a fait faillite. J'espère que je fais de la peine à personne, mais sachez que le cirque Hamar a fait faillite. Il a disparu. Et donc, Théo se retrouve sans rien. Et donc, il s'embête, il s'ennuie tout seul. Il lui faut créer un monde. Sinon, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Tu connais la phrase de Giono? Un roi sans... C'est quoi la phrase de Giono? Un roi sans divertissement est un homme malheureux. Tu vois? Donc c'est à peu près l'idée, mais appliquée à la divinité. Donc il crée des marionnettes, mais là il commence à avoir un problème parce que il entre en débat avec ces marionnettes. Il dit est-ce que c'est moi qui les manipule? Est-ce qu'elles ont le libre arbitre? Donc toutes les discussions théologiques sont là-dedans, mais après on n'est pas obligé de rentrer dans la discussion. On peut juste voir le gamin de Jdida, d'Ebla Lazara, qui est d'abord avec le cirque Hamar et ensuite il est avec ses marionnettes. Tu vois, voilà, donc c'est pour ça que cette histoire m'a intéressé, enfin, je l'ai écrite, parce que on peut la lire à deux niveaux. Absolument. Voilà, mais c'est une discussion très profonde. Tout à fait. Je pense. Non, non, tout à fait. Moi, je confirme. Sur la religion, on a aussi l'homme double de Tninchtuka. C'est aussi une histoire un petit peu sur la religion et sur l'identité, en fait. C'est quoi cette histoire? J'ai oublié. L'homme double de Tninchtuka, c'est celui qui est parti, qui a été admis à l'école Charcot. Et ce directeur qui a dû faire ce choix. Ah, non, 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 et qui non, a non. créé. Mais ça c'est très, très, très important quand on réfléchit. Regarde, par exemple, pour ceux qui ont fait la mission. Bon. Donc, un moment, il y a un papa ou une maman qui prend une petite fille, un petit garçon, bon, on peut imaginer une scène comme ça, et qui l'emmène pour l'inscrire à l'école de la mission. Bon, j'ai imaginé le directeur, qui s'appelait Jean-Bernard, j'ai imaginé le jour où moi, on m'a présenté au directeur, et le directeur doit prendre une décision, d'accord? Est-ce qu'il admet ce garçon, petit garçon de 4 ans, est-ce qu'il admet à Charcot la mission ou non? Et là, le directeur, qui est quelqu'un qui pense, tout à coup, il est effrayé par la responsabilité qu'il va prendre. Parce qu'en réalité, il est en train de décider de qui sera cette personne en face de lui. Parce qu'a priori, on croit que c'est juste un petit gamin comme ça, qui regarde ses souliers, qui a peur, tout malingre, etc. Bon, il va rentrer à l'école. Non, ce moment est décisif parce que le directeur se dit, si je le prends à Charcot, il va passer par la mission. Surtout à mon époque, la mission, c'était totalement mission. Il n'y avait même pas de cours d'arabe, ni rien, on ne savait rien. Et donc, il va en faire quelqu'un qui va être voltairien, qui va citer des dictons en français, qui va... Enfin, ou alors, s'il dit, mais si je le prends pas, il va être dans l'enseignement public, il va aller au MSIT peut-être, il va avoir Tabia Islamia, etc. Et en réalité, le directeur de l'école se rend compte avec effroi, c'est le mot, avec effroi, qu'il est en train de décider du sort, de définir ce que cette personne va être adulte, et même plus loin en fait, parce que il se dit, bon, s'il rentre ici à Charcot, il va aller à l'IOT, ensuite il va aller évidemment au Pont et Chaussée, la meilleure école, la grande école du monde. Tu vois Boudrel qui rigole. C'est de la pub, ça. C'est de la pub. Et peut-être qu'il va rester là-bas, il va épouser Ginette, ou là, Audrey, il s'appelle plus Ginette maintenant, Audrey. Il va épouser Audrey, il va avoir des enfants qui eux-mêmes vont... Il va repeupler un coin de l'Alsace à lui tout seul, quoi. Et là, si je fais pas ça, il va rester ici, il va se marier avec, je sais pas, Daouya, et il va avoir des enfants qui vont rester ici à Tninchtuka. Et ça va être, non seulement il est en train de décider du sort d'un gamin, il est en train de décider de toute une lignée, mais c'est une responsabilité effroyable d'une certaine façon. Et donc, c'est pour ça que ça s'appelle effectivement l'homme double de Tninchtuka. Après, par la suite, et je finis là-dessus, je raconte cette histoire parce que par la suite,
ça peut devenir des destins tragiques. Tout à fait. Parce que moi, je pensais à cet homme-là que vous connaissez sans doute, qui a eu un destin tragique, qui s'appelait Karim Medjati. Medjati, oui. Tu vois. Oui. Mais lui, il était à l'IOT. Et ce qui m'a, moi, vraiment choqué, effrayé, Alors, juste pour expliquer. je vais raconter toute Ouais, l'histoire. super. T'en fais pas. Je vais donner même le numéro de sa carte nationale. Parfait. N'aie pas peur. Non, mais cette histoire, parce que j'en parle d'une façon romancée, moi, ça m'avait effrayé. Parce que Karim Medjati, c'est quelqu'un dont le père était marocain et la mère française. Elle était gynéco à Casa. Et donc, il était ce qu'on appelait à l'IOT moite-moite, moitié-moitié. Mais en fait, c'était où l'IOT dont la mère est française. C'est-à-dire, il est plus français que français, quoi. Il buvait de la bière, il fumait, je sais pas, tout ce qu'on peut fumer et tout. Il passe le bac. Et ensuite, il va en France. Et au bout d'un an, il revient. Il a une barbe à poux jusqu'au nombril. Il a un khamis. Il refuse de manger ce que prépare sa mère parce que kafra. Mais le gars, c'est Oulioté, quoi. Il est français, tu vois. Qu'est-ce qui fait ça? J'arrive pas à comprendre. C'est-à-dire, à un certain moment, on peut comprendre des choses très compliquées, l'équation de Schrödinger. Mais parfois, on ne peut pas comprendre ce que fait un être humain. Pourquoi est-ce que ce type-là a basculé, en plus en France? Oui. Et quelques années après, on le retrouve à la Mecque avec une mitraillette, avec un groupe de terroristes, et finalement, il finit sous les balles du GIGN français, d'ailleurs, etc. Après, sa veuve est restée à Casa, on l'appelait la veuve noire. Toi qui es journaliste, tu as dû même l'interviewer, non? Non, non. Et alors moi, ces histoires me troublent, parce que j'essaye de comprendre mon pays, toutes mes histoires tournent autour du Maroc. Mais il arrive un moment où tu es en face de l'incompréhensible. Qu'est-ce qui fait que ce type-là, s'il avait envie d'entrer en religion, bravo, très bien, mais qu'il rentre en religion normalement, qu'il devienne soufi, qu'il aille voir si Hamza du côté de Berkane, un truc comme ça, ou bien simplement qu'il fasse sa prière avec tout le monde le vendredi. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi il se laisse pousser la barbe et tout? Alors j'ai essayé de comprendre À travers l'histoire, l'histoire de du l'homme. gamin. Oui. Il y a une autre thématique qui ressort, c'est le hasard. Alors, à travers deux histoires que j'ai retenues en fait, mais il y avait des coïncidences inouïes. C'est l'histoire de Madame Giraud. Et puis. Histoire vraie au départ d'ailleurs. Alors, peut-être qu'on va en parler. Et puis l'histoire de Ilham et le Mexicain. Ilham est le bandit mexicain. Et le bandit mexicain. Et là, on est face à une situation où il y a un gros hasard qui opère. Alors, est-ce que c'est pour dire que le hasard existe? Est-ce que c'était une question à laquelle tu as posé et tu as voulu en parler de cette façon-là, ou alors c'est juste quelque chose qui est sorti comme ça? Tu sais, c'est bien de le voir comme ça parce que tu connais les théories modernes de la littérature, Absolument. Barthes, etc. C'est le lecteur qui fait le livre. Je veux dire, l'auteur, il publie après, c'est un texte et chaque lecteur fait le livre. Et je suis absolument d'accord. On lit ce qu'on veut dans ce livre, ce qui fait que finalement le livre est multiple. Chacun a sa lecture. Mais moi, je voyais ça autrement. L'histoire de FZ et de Madame Giraud, etc. J'ai essayé de faire une histoire assez humaniste d'une certaine façon, mais c'est parti d'une histoire vraie. Un jour, et la pauvre, à chaque fois je raconte son histoire, je pense qu'elle va changer de nom, la pauvre, parce que c'est une amie à moi qui est dans l'enseignement, parfaitement sympathique, qui est dans l'enseignement à Jdida. Et un jour, j'étais à Jdida, elle me dit tiens, on va faire un tour, donc je monte dans sa voiture, et là on passe à côté de l'hippodrome. Il y a un hippodrome à Jdida, le long de la mer. Et à côté, il y a un cimetière de chrétiens. On dit Qbalat al-Nsara, je sais pas comment on appelle ça. Et là, elle me dit, tu sais, Fouad, moi j'ai un souvenir cuisant dans ce cimetière de chrétiens. Je lui dis, raconte. Il me dit, non, ça d'abord, ça me tue. Les gens, ils commencent par te dire un truc, après tu dis, raconte, ils te disent, non, ben alors, me parle pas du truc si tu veux pas raconter. Et ils ont raison entre nous. Tu sais très bien pourquoi. Mais vas-y. Ah, je lui dis, vas-y, raconte. Non, j'ai honte, j'ai trop honte. Raconte. Donc, on était dans sa Fiat 127. J'appelle Fiat 127 toutes les voitures petites. Je sais parce que je connais pas les marques. Il y avait une toute petite voiture. Donc, on continue du côté du Mazagan, le resort. Finalement, elle me dit, écoute, je vais te raconter cette histoire, mais j'ai honte. Je lui dis, mais moi, je porte jamais de jugement moral, et c'est vrai. Elle me dit, j'adore les fleurs. J'ai dit, c'est un bon début, vas-y. Elle me dit, un jour, j'étais à la plage de Jdida,
et j'avais fait mon jogging. Et je reviens en marchant à côté de l'hippodrome, et là je passe devant le cimetière des chrétiens, et là je vois sur une tombe une très belle gerbe de fleurs. Elle me dit, alors je m'approche pour regarder, et puis la gerbe, et puis je la prends pour la sentir. D'ailleurs, c'est curieux, parce qu'un bouquet, en arabe, on dit mshmoum noual, c'est-à-dire le truc qu'on sent. C'est-à-dire, c'est la fonction qui crée l'organe, tu vois. Ouais, c'est parce qu'on le sent. Absolument. Mshmoum noual. C'est-à-dire, on présume de ce qui va arriver. Tu vois un truc, il s'appelle déjà mshmoum, donc tu es obligé de le sentir. Autrement, il sert à rien. Autrement, tu le déçois. Tu le déçois. Autrement, tu lui poses une crise existentielle. Tu vois, il te dit, je suis là, vous m'appelez mshmoum, et même. Donc, probablement pour ces raisons pataphysiques. Donc, elle prend, et là, elle me dit, ça doit être un démon qui s'est emparé de moi parce que je suis parti avec Mshmoum. Ce qu'elle n'avait pas vu, c'est qu'il y avait un gardien. Et le gardien, lui, il voit la dame qui vient, elle prend un bouquet de fleurs, il se met à la courser, elle sort en courant, il court, elle court. Elle me dit, heureusement, en été, il n'y a pas de jdidi à jdida, il n'y a que des marrakechis. Et les gens de l'Éda, ils foutent le camp en été parce que tous les gens de Marrakech viennent les envahir avec leur joie, avec leur hilarité. Marrakech. Ouais, donc les gens de Jdida, ils foutent le camp. Et elle me dit heureusement qu'il y avait des gens de Marrakech parce que franchement, madame, la professeure, Muhtarama, etc., en train de courir avec Mishmoum, avec le gardien qui court derrière, ça fait un peu désordre, tu vois. Elle disait heureusement que c'était un gros fumeur de favorites parce qu'au bout de 20 mètres, il est mort, tu vois. Il n'arrivait pas à tenir. Et après, il rentre avec son mshmoum, son bouquet de fleurs à la maison. Et l'histoire s'arrête là. J'ai dit, FZ dans mon bouquin, j'ai dit, elle est géniale ton histoire, mais elle ne peut pas s'arrêter là. Ouais. Elle me dit, dans les faits, ça s'arrête là. Et j'ai honte. Je lui dis, Heidi, elle a la honte, je m'en fous, moi, c'est pas ça la honte. Qu'est-ce qui se passe après? Elle me dit, rien. Il y avait le mshmoum, il est mort, mais non. Et là, je me suis dit, il y a une très belle histoire à imaginer. Absolument. Donc, j'ai pris ma casquette sur laquelle il y a écrit Marc Lévy, tu vois. Je me suis dit, qu'aurait fait notre maître à tous, Marc Lévy, de cette histoire? Donc, en fait, c'est que les débuts d'histoire qui sont vrais. Mais c'est comme, tu connais, les gars qui n'ont pas d'argent, ils fument que des mégots, tu vois. Moi, je prends des débuts d'histoire par terre et je les fume. Et après, ça fait une histoire. Non, mais après, je veux dire, par pure correction, quand j'ai eu fini d'écrire cette histoire, je suis allé voir FZ, celle que j'appelle FZ, toujours à Jdida, et je lui ai soumis le texte, et je lui ai dit, est-ce que j'ai ta permission pour écrire, pour publier? Et elle m'a donné sa permission. Mais voilà, mais après, si tu veux, j'en ai fait... En fait, ce que j'ai imaginé, mais je ne vais pas aller plus loin que ça, la dame qui est enterrée là, Madame Giraud, si elle est enterrée là, c'est qu'elle est venue dans les années 30 au Maroc. Et les Français qui étaient venus dans les années 30 au Maroc, ce n'étaient pas tous de méchants colons. La plupart, c'était des instituteurs, des professeurs, des ingénieurs qui ont construit nos routes, nos ponts, etc. Et beaucoup aimaient vraiment le pays, aimaient le Maroc, aimaient les Marocains. Donc je me suis dit, cette pauvre Madame Giroud, espèce de... J'ai rien dit à FZ. Je lui ai dit, tu lui as volé les fleurs. Mais... Et d'ailleurs, après, je lui ai dit, est-ce que tu n'as pas fait un cauchemar après, la nuit? Elle m'a dit non. Elle m'a dit, moi, si j'étais le fantôme de Madame Giraud, je viendrais t'embêter chaque nuit parce que tu m'as... Et donc, après, j'ai imaginé justement l'histoire du fantôme. Mais après, ça, je rassure les gens qui sont comme ça, qui ont le cœur tendre. C'est une histoire qui finit bien, je vous rassure. Tout à fait. Ça Tout finit à fait. bien. Alors justement, il y a des histoires qui finissent bien. Il y a des histoires qui finissent tristement, soit de façon tragique ou tout simplement triste. Est-ce que c'était un équilibre que tu as voulu garder pour ne pas sombrer dans le tragique ou alors dans la niaiserie, les joyeuseries? Oui, non, si vraiment toutes les histoires finissaient bien, ce serait mièvre, comme tu dis. Ouais. Je ne sais pas si j'ai voulu faire ça, mais le fait est que certaines histoires se prêtaient à un happy end. Par exemple, Jamila et le brigadier Tibari, ça ne peut être qu'un happy end. Et l'histoire de la voleuse de Mshmoum, c'est aussi forcément une happy end. happy end. Après, on a l'homme qui gâchait tout. Mais ça, ouais, c'est triste parce que j'ai connu... Super triste. J'ai connu quelqu'un comme ça. Non, c'est parti d'une phrase terrible. Parce qu'il y a une phrase authentique dans cette histoire, une seule, dans cette histoire-là, de l'homme qui gâchait tout, c'est que
c'est une de mes tantes dont le fils aîné est mort tragiquement dans un accident. Donc elle l'a enterré. Et après, je l'ai vue, et elle a dit cette phrase terrible. Elle m'a dit, il a tout gâché dans sa vie, mais il a eu un très bel enterrement. Et cette phrase m'a obsédé. Mais vraiment, ça m'a obsédé. Pourquoi elle a dit ça? Est-ce que Comme s'il pouvait gâcher son enterrement. Il pouvait pas, justement. Il peut tout gâcher, sauf son enterrement. Bah oui. Mais cette phrase m'a trotté dans la tête. Et souvent, c'est le cas. Il y a des phrases comme ça qu'on nous dit, qui nous marquent et tout. Et finalement, j'ai voulu écrire l'histoire à l'envers, c'est-à-dire, et finir sur cette phrase absolument authentique, tu vois, et voir qu'est-ce que ça peut avoir comme implication philosophique, tu vois, sur comment nous disposons de notre vie, pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui ont une conduite d'échec, c'est un terme, paraît-il, qui existe vraiment en psychologie. Pourquoi il y a des gens qui ont une conduite d'échec? En fait, c'est une réflexion là-dessus. Alors, justement, pour rester peut-être sur une question philosophique, en lisant les histoires, je me rends compte que finalement, elle était peuplée, enfin, le roman est peuplé, enfin, le livre, on en reviendra plus tard. Le livre est peuplé de personnages et de personnes qui sont là, qui sont soit acteurs dans les histoires, ou alors des commentateurs. Et finalement, on a l'impression qu'on n'existe pas que dans notre propre vie, mais on va exister aussi dans les histoires que les autres racontent de nous. Et finalement, notre existence, c'est pas que notre histoire personnelle. Elle est peut-être supérieure à la somme des histoires qu'on va raconter de nous. Donc, et ça, j'ai trouvé ça un peu, comment dire, je sais pas moi, un peu frustrant. Et magique. Frustrant, pourquoi? Parce que finalement, on se dit, qui a toute l'histoire s'il n'y a pas de transcendance, s'il n'y a pas de divin? Ah, c'est marrant, tu viens d'inventer une autre preuve ontologique de l'existence de Dieu, parce que forcément, quelqu'un a toute l'histoire. Oui, non, c'est juste voilà, un besoin de spectateur. Non, mais tu as raison, mais ça me frappe aussi, parce que souvent, je vais te dire, il y avait un gars qui était avec nous à l'IOT, qui était très très fort, très intelligent, et je sais pas, il a fait les ponts aussi. Et bon, après, il est devenu prof de maths. Et moi, je l'avais connu à 17 ans, 18 ans, 19 ans. Et par la suite, malheureusement, il est décédé. Et un jour, je rencontre sa veuve. Et donc, je parle avec sa veuve. Elle me parle de son ex-mari, enfin, du mari qui était mort. Elle me parle de lui. Et plus elle me parle de lui, plus je me rends compte qu'elle me parle de quelqu'un d'autre. C'est pas du tout le gars que moi je connais. Je connaissais. Et moi, je l'avais bien fréquenté. On était ensemble au Maths Sub Maths B, on était ensemble au pont, on était ensemble à la Maison des Mines, rue Saint-Jacques. Je le connaissais très bien. Elle le connaissait encore mieux que moi. Elle l'a épousé, elle a eu des enfants avec lui, etc. Et c'était pas du tout la même personne dont on parlait. Je trouvais ça vraiment intéressant. Et d'ailleurs, si on parle de personnages historiques, par exemple, ce qui est très étonnant, Napoléon, il paraît que statistiquement, chaque année, il paraît une ou deux nouvelles biographies de Napoléon. Chaque année, dans le monde. Et ça veut bien dire quelque chose. Ça veut dire que chacun invente son Napoléon. Et c'est vertigineux, d'une certaine façon. C'est vraiment vertigineux. Et alors, la morale de cette histoire, c'est qu'il ne faut surtout pas se confronter aux histoires que les autres racontent sur nous, parce que ça, si on fait entrer ça en nous, on est mal parti. D'ailleurs, c'est exactement le sens de cette phrase très célèbre, mais très mal comprise de Sartre, quand il dit « l'enfer, c'est les autres », c'est une phrase qui est très mal comprise. Elle est galvaudée. Et en réalité, la signification profonde de cette phrase de Sartre, c'est que l'enfer, c'est que si on laisse entrer en nous ce que les autres pensent de nous, ce que les autres disent de nous, la façon dont les autres nous voient, ça devient pour nous un enfer. Absolument. Pour ça, il dit l'enfer, c'est les autres. C'est comme ça. Donc le mieux, pour ne pas vivre dans un enfer perpétuel, c'est de ne pas laisser entrer ce que les gens pensent de nous, disent de nous, etc., en nous. C'est-à-dire d'avoir nous-mêmes notre vision de ce que nous sommes, la volonté de ce que nous voulons être, etc. Et ainsi, l'enfer ne sera pas
les autres. Donc, tu vois, il y a de la philo dans ce bouquin, il n'y a pas juste un rond-point. Tout à fait, moi je confirme. Et une autre question concernant les histoires, justement. Alors, tu as dit que tu as recueilli quelques histoires, tu as pris tu as demandé des autorisations avant de publier, mais moi je sais qu'il y a des histoires volées chez les auteurs. Les écrivains sont des voleurs d'histoires. Est-ce que tu as volé quelques histoires? Non, je vole pas dans le sens de voler. Moi, une fois, j'avais une amie américaine qui était aussi écrivain, prof d'université, écrivain. Et un jour, Nancy Houston? non, alors non. Parce que alors j'ai non. une histoire Cette d'histoire volée. L'histoire. Est-ce qu'il y a des avocats dans la salle? Parce que moi, j'ai besoin d'un avocat pour faire un procès à Nancy Houston. Et non, mais quelqu'un m'a dit que je pouvais gagner 10 millions de dollars en faisant un procès à Nancy Houston. Mais elle t'a cité, non? Non, elle m'a pas cité. Un jour, écoutez cette histoire parce qu'elle est incroyable. Mais en Écoutez même bien. temps, est-ce que Mahi Bin Il y a Bin des aurait le avocats droit? ici. Il y a un avocat. Il n'y a pas d'avocats. Ils sont où? Et en fait, les avocats n'osent pas dire je suis avocat. Comme ils sont détestés, ils veulent pas Mais qu'on non. les repère. Who is a lawyer here? Nobody. Attends, mais l'histoire C'est pas possible. Non, attendez, cette histoire est réellement incroyable parce que je l'oublie à chaque fois et quand quelqu'un me la rappelle, je m'indigne de nouveau. Je m'indigne tous les 6 mois quand quelqu'un me raconte cette histoire. Connaissez Nancy Houston, écrivain canado-française, veuve de Tsvetan Todorov, qui est un grand monsieur, etc. Et un jour, je reçois un paquet par la poste. J'étais chez moi, à Amsterdam, tranquillement, je vois un paquet, c'est un bouquin. Donc je déchire, il y a mon nom, je déchire l'enveloppe et je vois un bouquin qui s'appelle Les braconniers d'histoire. Nancy Houston, Les braconniers d'histoire. Bon, je commence à lire et il y a un personnage qui s'appelle Fouad Laroui. Et en plus, il a écrit un bouquin qui s'appelle Les dents du topographe. Alors franchement, tu peux pas... En plus, elle le met en scène. Et à un moment, il est là. D'abord, il est avec sa femme. J'étais pas marié. Et à un moment, il est en train de boire une bière. Alors vraiment, je bois jamais de bière. Je trouve ça dégueulasse. Si au moins c'était Puligny Montrachet 57. Et en fait, je me rends compte avec stupéfaction que cette dame s'est arrogé le droit de prendre une histoire fausse, qui courait sur une histoire où il y avait le peintre Al-Asri, il y avait Mahi Bin Bin, il y avait moi. Et elle en a fait un roman. De plus, elle me l'a dédicacé. Pour Fouad Laroui, merci pour la participation. Et en plus, je jouais un mauvais rôle dans cette histoire. Et alors moi, j'étais absolument stupéfait et je ne savais pas quoi faire. Mais quelqu'un m'a dit un jour, il m'a dit, tu sais, si cette histoire se passait aux États-Unis, tu prends un lawyer, il lui fait un procès pour mental cruelty, ou je ne sais pas comment ils appellent ça, elle doit te donner 10 millions de dollars. On n'a pas le droit de disposer de la vie des gens avec le nom, le prénom. J'étais devenu un personnage de roman. Mais en plus, si elle m'avait fait 1m90, blond, les yeux bleus, gentil, sympa, beau, etc., je veux bien. Mais là, elle m'avait fait jouer un mauvais rôle dans son bruit. Pourquoi d'ailleurs tu parles de ça? Non, c'est parce que ça parle aussi de braconnier d'histoire. Donc je parlais de ça. Et moi celui qui m'a raconté l'histoire, c'est Mahi Bin Bin, justement. Et il m'a raconté l'histoire qui est à l'origine de tout ça. Qui est totalement fausse, parce qu'elle a raconté une histoire complètement fausse. Non, mais non, bon, revenons maintenant au sujet. Non, que les écrivains s'inspirent les uns des autres, c'est normal. C'est tout à fait normal. Il y a des thèmes qui reviennent. Moi, je te dis, mon amie américaine me disait, il y a en gros 7 histoires. Il y a 7 grands thèmes. Et il y a même un théoricien de la littérature qui avait réduit toutes les histoires à 2 thèmes. Quelqu'un s'en va ou bien quelqu'un vient. Tu vois, ça c'est la littérature. En gros. Non, bon, on s'inspire. En revanche, réellement voler une histoire, oh, non, ça m'est jamais arrivé. En revanche, ça m'est arrivé à moi. D'accord. C'est-à-dire, moi, je parlais trop. J'étais un peu naïf au départ, je parlais avec des gens, je leur racontais des histoires, et puis 6 mois après, je voyais qu'en fait, c'était devenu un chapitre de leur bouquin. Ça m'est arrivé aussi. Toi aussi, tu vois. On va créer un club, une association. Des volets. Des volets. Écrivains les volets. Les volets verts. Les subtiliser. Alors, dernière question avant de passer la parole au public. Tu ne peux pas passer la parole au public. Si. Est-ce que ce livre, finalement, est un recueil de nouvelles maquillées en roman? Ou alors c'est un roman? En fait, tu me traites de malhonnête, quoi. Non, pas du tout. Pas du tout. De malin? Non, de malin, voilà. En fait, c'est mon éditeur. Parce que finalement, la nouvelle, ça te connaît, le roman aussi.
Donc, est-ce qu'il y avait là un choix à faire ou Tu veux la vérité? Oui, Tu veux la vraie vérité? la vraie vérité. La vraie vérité, c'est que j'aime écrire des nouvelles et c'est tout. Mhm. Soit de la poésie, bon, mais ça, personne ne lit la poésie, on s'en fout. Mais moi, j'aime écrire des nouvelles, c'est-à-dire des récits courts, avec un truc sympa, avec une morale qui tombe à la fin, et on peut les lire juste avant de s'endormir, le lendemain on prend une nouvelle. J'aime les nouvelles, d'accord? Premier point. Deuxième point, les éditeurs français détestent les nouvelles. Parce qu'ils te disent, ça se vend pas, personne ne lit les nouvelles, tout le monde s'en fout, etc., etc. Et le Goncourt alors? Ben justement, alors ça c'est très curieux. Le Goncourt du roman, il y a plein de grenouillages autour, il y a les éditeurs qui se battent, il y a des manipulations sur le Goncourt, d'accord? Le Goncourt de la nouvelle est très honnête, parce que les éditeurs Ils se l'arrachent fichent pas. totalement de leur auteur s'il a le nouvel Goncourt. Et moi j'ai eu le prix Goncourt de la nouvelle en Absolument. 2013, mon bouquin ne s'est pas vendu à 3 exemplaires de plus. Alors que quand on a le Goncourt du roman, c'est assuré 300-400 000 exemplaires vendus, d'accord? Donc c'est pour ça les éditeurs grenouillent, ils veulent tout savoir, le gars. Mais celui-là, il est très honnête. Mais ce qui prouve justement que les gens ne s'intéressent pas, en France en tout cas, les gens ne lisent pas de nouvelles. Donc ils peuvent voir un bandeau, prix Goncourt de la nouvelle. Dès qu'ils voient de la nouvelle, ils passent leur chemin, ils s'en D'accord. foutent. Donc, moi, j'écris des nouvelles. C'est mon style, c'est comme ça que j'ai... Les éditeurs n'aiment pas. Donc moi, j'ai une espèce de contrat avec mon éditeur. Un roman, un recueil de nouvelles. Un roman, un recueil de nouvelles. Alors parfois, j'écris un vrai roman. Une année chez les Français, c'est un vrai roman. Tribulation de Daniel Gilles Massy, c'est un vrai roman parce qu'il y a une histoire, développement des caractères, en fait, tout ce qui fait que c'est un roman. Et parfois, j'écris des nouvelles et mon éditeur, il me dit « Alors, tu en es où de ton roman ?» Alors après, j'ai dit « Non, il arrive. » Et finalement, le jour, il me dit « Bon, écoute, Fouad, l'imprimeur attend, machin attend, l'attaché de presse, sors-nous ton roman. » Alors, qu'est-ce que je fais? Je prends effectivement des nouvelles, mais ce sont des nouvelles qui font sens parce que ce sont des Absolument. copains qui se réunissent dans un café. C'est comme les contes de la Bécasse de Maupassant. Je me compare à personne, mais Maupassant, il a fait ce système. Il y a des amis, des chasseurs, si je me souviens bien, qui se réunissent, ils mangent des bécasses. Et ils se racontent des histoires. Et donc, c'est la même chose. Il y a un café de l'univers là-bas, et c'est des Absolument. copains. Le café de l'univers, personne ne sait où c'est. Les gens ils me disent c'est à Casa, c'est à Jdida, mais en fait, c'est jamais précisé. Sauf que si on réfléchit bien, on comprend, parce que ces copains, ils parlent tous de Madame Corcos, les Majorettes, Madame Flynn, Madame Puglisi, tout ça, c'est des vedettes de Jdida des années 50, en fait. Mais ils racontent des histoires, et donc, quand même, il y a un fil conducteur. Et d'ailleurs, dans les histoires, on évoque des histoires d'avant, tu vois. Et puis il y a les copains qui sont aussi des personnages de l'œuvre parce qu'ils sont taquins, ils s'interrompent les uns les autres et en fait voilà quoi. C'est pour ça que je confirme tu as été malin pour ce coup-là. Donc voilà. D'habitude, je suis complètement On ne stupide, mais dira là, pas, j'ai été on malin. ne dira pas que c'est un recueil de nouvelles. En tout cas, c'est un livre réussi et j'invite tout le monde à lire. Et je vous invite à poser des questions si vous en avez, monsieur. Un micro, s'il vous plaît. Salut, c'est moi. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Oui, alors moi je voulais juste insister sur quelques aspects sur lesquels vous ne vous êtes pas suffisamment appesanti. D'abord, ça se présente comme quelque chose de très léger. Quand on commence à lire, on se dit, oui, c'est des histoires insolites, bizarres, etc., parfois décousues, etc. Et on se dit où il veut en venir. Ensuite, à mesure qu'on avance, d'abord, ce qui donne le caractère particulier de ce livre, ce recueil de nouvelles, c'est que c'est justement la bande de copains qui discutent. Et donc, qui avancent, qui se bagarrent, et puis qui font des digressions, qui commencent des à côté. Donc, il donne l'unité à ce truc-là. Et il lui donne sa profondeur. Il y a une profondeur philosophique, poétique, même si tu dis que peu de gens s'intéressent à la poésie. La poésie, certains rêvent avec des vers d'Apollinaire, d'autres... enfin, il y a une phrase extraordinaire. On ne revient jamais sur ses pas.
à propos de ce petit... on ne revient jamais sur ses pas. Il y a eu des digressions là-dessus. C'est vraiment fantastique. Et il y a des réflexions profondes sur la question d'identité, sur toutes ces questions-là. Moi, je me suis régalé. J'ai dû peut-être le lire parmi les premiers, parce que je trouve que j'étais en France lorsqu'ils l'ont posé dans le truc, et donc je l'ai pris. Vraiment, bravo, bravo. Merci, merci beaucoup. Vraiment, Et merci. je suis très confirme sensible. pour tout ce qui est poétique, parce que effectivement, tu restes l'un des rares écrivains marocains qui continue à écrire avec cette poésie. Où tu donnes au lecteur un plaisir. Je te fais des compliments là, c'est pas normal, je suis modératrice, mais c'est pas grave. Tu donnes au lecteur le plaisir de la lecture. C'est une chose qui se perd de plus en plus dans la littérature plus ou moins moderne. Là, on trouve, on sent que toi, tu t'amuses en écrivant et tu nous donnes ce plaisir. C'est contagieux. Merci, mais vraiment c'est très, très gentil. Alors moi j'ai toujours eu peur de toi, mais là je me rends compte que tu es finalement très gentil toi. Attends, là, il y a une deuxième partie. Ah bon? Avec des gants de boxe. Mais non, mais je suis censé merci de dire ça parce que en fait j'adore lire et j'adore la poésie. C'est marrant parce que monsieur a reconnu Apollinaire, mais en fait je ne cite pas. Généralement j'utilise beaucoup de poésie parce que j'adore la poésie et il y a des moments je suis en train d'écrire une description, et tout à coup, il y a un vers comme ça qui s'impose, parce que c'est ce qu'il fallait à ce moment-là, et donc je trouve marrant de le mettre. Et effectivement, je pense que ça enrichit. Et ça prouve une chose d'ailleurs, il y a parfois, je rencontre des gens qui veulent écrire, des jeunes, etc. Je leur donne tous les conseils. Et quand ils me disent quel est le conseil, le bon, je lui dis lisez, lisez, lisez énormément, parce que c'est ça qui va nourrir l'écriture. Et on voit d'ailleurs que ceux qui ne lisent pas, on comprend qu'ils ne lisent pas quand on lit leur ouvrage, parce qu'il n'y a jamais d'intertextualité, comme on dit, il n'y a jamais de citation, etc. C'est assez sec. Il y a juste une description de choses qui se passent, et on ne prend jamais la distance pour rentrer dans l'imaginaire d'un poète, pour voir la même scène d'une autre façon, etc. Donc le conseil, c'est effectivement lisez énormément pour écrire. Et moi, j'ai eu la chance de lire énormément, parce que j'adorais ça, tout simplement. Avant de me mettre à écrire, j'ai écrit quand même sur le tard. J'ai publié Les Dents du topographe, j'avais, je crois, 35 ans ou quelque chose comme ça. Donc j'ai énormément lu. Et effectivement, après, c'est très naturel. Après, ça sort de façon naturelle. Je dis ça parce que une fois, j'ai rencontré quelqu'un qui était de mauvaise humeur. Et qui me dit, mais attends, il y a plein de citations dans tes livres, mais il me le dit sous forme de reproche. Et j'ai dit, ouais. Et il avait l'air de me dire, ces citations, c'est un peu de la frime, ce qui n'est pas du tout le cas. Et bon, je lui ai dit, non, c'est pas du tout. C'est réellement, ça vient comme ça. Et je lui ai donné un exemple que je donne toujours, qui m'avait moi-même frappé pour lui expliquer que ça vient naturellement. Vous connaissez l'immeuble de l'OCP à Casa, cette espèce d'immeuble tout noir là-bas au fond. Mais la première fois que je l'ai vu, c'est pas une blague, j'étais dans une voiture, je l'avais jamais vu cet immeuble, grand immeuble. Et à l'époque, il y avait rien là-bas autour, c'était vraiment, il y avait rien. Il y avait que cet immeuble parce que maintenant Casablanca est devenu tellement grande, il est au milieu quasiment de Casa. Il y avait rien. Donc j'étais dans une voiture, je sais plus avec qui d'ailleurs, et tout à coup je vois surgir ce grand immeuble noir de l'OCP. Et à ce moment-là, et ça m'a frappé, j'ai vu une phrase apparaître en même temps que l'immeuble. Et cette phrase, c'était d'un poème de Mallarmé qui s'appelle Tombeau d'Edgar Poe. Et la phrase, c'était « Ici-bas, je suis d'un désastre obscur ». Et c'est très étonnant. Cette phrase est venue, je ne l'ai pas voulu. Je vois le bâtiment de l'OCP, je vois « Ici-bas, je suis d'un désastre obscur ». Probablement parce que c'est noir, obscur. Ici-bas, je suis parce qu'on dirait quelque chose qui est apparu dans un paysage désertique. Ici-bas, je suis d'un désastre obscur. On ne sait pas pourquoi cet immeuble est là. Après, j'allais passer 2 ans de ma vie dans cet immeuble, mais je ne pouvais pas le savoir. Mais ce qui m'a beaucoup frappé, c'est cette concomitance. Tu vois quelque chose et tu vois une phrase apparaître. Et c'est là que je me suis rendu compte que les gros lecteurs et ceux qui emmagasinent des poèmes et qui les apprennent, etc., finalement, ça informe, comme disent les Anglais, informe des formes. En tout cas, ça donne une certaine forme à leur façon de voir le monde. D'accord ? Et du moment que c'est ta façon de voir le monde, il faut écrire comme ça. Parce que je pense que c'est encore un des conseils que je donne aux
aux gens qui veulent écrire, trouvez votre style. Si ton style fait que tu vois le monde à travers des citations, eh bien c'est ton style. Il faut le faire. Et tant pis s'il y a des fâcheux qui te disent « Ouais, mais moi, il y a tellement de citations, j'y comprends rien, qu'est-ce que c'est? C'est de la frime. » Non, non, c'est pas. C'est une façon d'écrire, c'est un style. Monsieur Fouad, félicitations pour votre livre. Merci. J'ai hâte de lire. Vous n'avez pas un bouquet de fleurs pour moi? Au lieu de me dire félicitations, soit des chocolats, soit des fleurs. Parce que félicitations, ça coûte rien. Prochaine fois, Inch'Allah. Alors, merci beaucoup pour cette belle soirée. Ma question est la suivante. Vous avez cité plusieurs noms. Najla, Khawla, Théo. Moi, je me propose, qui est le personnage principal? Et oui, et une autre chose, j'ai l'honneur de passer la veille avant mon anniversaire avec vous. J'ai hyper bien éclaté et merci Attends, beaucoup. on a passé un anniversaire ensemble, vous et moi? Non, mon anniversaire est demain. Donc, Ah, pardon, j'ai entendu. J'ai eu l'honneur de passer mon anniversaire avec vous. Et je me suis pris pour le pire des butors. Le gars qui a oublié qu'il a passé un anniversaire avec une aussi jolie jeune femme. Non, c'est pas du tout Le le cas. butor du siècle. Excusez-moi, en fait, votre anniversaire, c'est demain? Oui. Allez, 1, 2, 3. Joyeux anniversaire. La pauvre. Après, alors, écoutez, le personnage principal, en fait, C'est le café de l'univers. c'est super. J'aurais aimé avoir cette réponse. Vous avez rien entendu? Le café principal, c'est le café de l'univers. Non, mais c'est vrai en fait. Parfois, on oublie, mais Fadwa Misk me rappelle quelque chose, elle est écrivain, elle aussi. Il y a souvent des livres, en réalité, le personnage principal n'est jamais un personnage, mais ça peut être un lieu, ça peut être une maison. Par exemple, je ne sais pas si vous êtes trop jeune, vous connaissez pas le film Autant en emporte le vent? Ben oui. Non, mais elle ne le connaît pas, elle a 18 ans, elle. Ah oui, c'est vrai, elle a 18 ans. Et en fait, dans Autant on emporte le vent, qui est le film qui est toujours classé le meilleur film américain de tous les temps avec Citizen Kane, etc., quand on réfléchit bien, on s'aperçoit que le personnage principal, c'est la propriété Absolument. qui s'appelle Tara, ou je sais pas trop. C'est la propriété. Il y a des sudistes. O'Hara. Non, O'Hara, c'est le nom. Non, la propriété, la ferme. La ferme. Je sais plus comment elle s'appelle. Et en fait, on s'aperçoit que c'est ça le personnage principal. C'est la ferme. C'est pas, c'est genre. Donc, moi, dans ce bouquin, il y a, enfin, dans certains de mes livres, par exemple, dans, je sais plus lequel, il y a un personnage qui s'appelle Machin. Machin, c'est Flann. Et j'aime bien avoir quelqu'un qui s'appelle Flann, qui soit anonyme. Et en fait, ça me représente un peu, parce que je ne veux pas rentrer dans l'histoire, mais je suis l'observateur, celui qui raconte, donc je l'appelle Machin. D'ailleurs, j'ai l'impression que dans ce livre, je ne m'en souviens vraiment plus, dans ce livre, est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit « je » dans ce livre? Si. Il y a quelqu'un qui dit « je ». Si. Tu as lu le livre? Bien sûr. Attention. Attention, je vais te sortir des choses. La méchante va se réveiller. Ben, attends, tu la cherches. Non, mais je crois qu'il y a quelqu'un qui dit « je », mais il est assez en retrait. D'accord. Et tu parles des histoires racontées ou des... Est-ce qu'il n'y a pas un personnage tout le temps qui dit « je » ? Enfin, qui est dans toutes les histoires, qui traverse le livre en disant « je ». Ah non. Non? Ah si, parce que vers la fin, nous avons un narrateur, auteur. Ah oui, celui qui sort et qui fait une réflexion et qui re-rentre dans... Ouais, non, il y a un personnage principal, mais bon, c'est pas... Finalement, c'est pas... Mademoiselle, bon anniversaire. Le personnage principal, c'est le café de l'univers. Bravo. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou alors, on passe à la signature. Allez, on passe à la signature. La Merci d'être signature, venus à parfait. tous. Passez un bon moment grâce à vous. Merci beaucoup. Merci.